Bienvenue dans ces nouvelles chroniques d'Alira. Je suis Jérémy Wauquiez. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode des chroniques d'Alira. Aujourd'hui, on est accompagné de deux nouvelles invitées, Layla et Laura. Est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots, Layla et Laura? Ouais, pas de souci. Si tu veux, je commence, Layla, comme tu préfères. Vas-y. Du coup, bah oui, je suis Laura, ancienne élève de la promo Covan, donc ça fait bientôt 2 ans que j'ai fait la formation consultant blockchain. Et puis suite à ça, je suis rentrée par la porte du marketing et de la communication dans l'écosystème blockchain. Je me suis professionnalisée et depuis quelques mois, je suis CEO au Crypto Daily, donc un média d'actualité Web3. Trop bien. Et toi, Layla, tu es une ancienne d'Alira également? Exactement, oui. Donc moi, c'est Layla, j'ai 34 ans. Je suis passée par l'école Alira en chefferie de projet il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. J'ai fait également un petit peu de dev et aujourd'hui, je suis chef de projet pour une école de langue. Ok, trop bien. Une réorientation vers un autre secteur. Ravi de vous avoir toutes les deux avec nous aujourd'hui. Gaëtan et Virgile, je ne sais pas si on vous présente encore, mais je pense que, dans l'hypothèse où il y a des nouvelles personnes qui nous aient rejoints aujourd'hui, peut-être je peux vous laisser la parole pour vous présenter. Yes, tout à fait. En 2 mots, bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Gaëtan et je suis formateur référent de 2 formations qu'on possède chez Alira, la formation conseil blockchain et la formation finance décentralisée. Bonjour tout le monde, moi c'est Virgile et je m'occupe essentiellement de la rédaction, donc tout ce qui est newsletter et script pour les vidéos d'Alira, c'est moi qui m'en occupe. Trop bien. On va commencer du coup par le premier sujet. Donc aujourd'hui, 3 sujets qu'on va regarder ensemble. On va vous parler un peu des ETF et on va se demander si c'est le début ou pas de la prochaine impulsion. On va vous parler de Women in Tech et de la place des femmes dans la blockchain et dans la tech aujourd'hui de manière globale. Et finalement, on reviendra sur le maxi drama qui a eu lieu chez OpenAI avec le départ, mais finalement non, il revient de Sam Altman et au-delà du drama et de tout ça qui a tenu en haleine un peu tout le monde pendant les derniers jours, on essaiera de comprendre ce qui se joue et les divergences profondes politiques, philosophiques qui se sont jouées à la tête d'OpenAI et qui nous sont révélées par ces événements. Et on pourra en discuter un peu plus en fin de chronique. Commençons par les ETF. Alors Virgile, c'est quoi les news sur ces ETF? Qu'est-ce que ça change? Peut-être d'ailleurs aussi rappeler qu'est-ce que c'est qu'un ETF, parce que je ne sais pas si tout le monde l'a bien en tête.
Ah, là, c'est un ETF concrètement, c'est un c'est un fonds négocié en bourse enfin, ce sont des instruments financiers standardisés ou sur lesquels les institutions financières peuvent se placer pour avoir une exposition à certains actifs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces ETF, c'est un sujet très chaud en ce moment parce qu'il y a énormément d'institutions, notamment BlackRock, Fidelity, etc., qui ont déposé leurs demandes pour des ETF sur Bitcoin. Et bientôt, tu as les ETF sur Ethereum qui commencent à arriver. On se demandait pourquoi le sujet des ETF suscitait autant d'attention. C'est parce que justement, les institutions financières ont l'obligation légale d'investir en ETF. Et vu que les cryptos sont considérés comme très volatiles et que les ETF sont des instruments standardisés, eh bien, elles doivent investir dans ces derniers justement pour obéir à des normes ou en tout cas à certains standards Ouais. comme les normes FASB exactement. Tu peux pas juste détenir ton Bitcoin sur ton wallet tranquille ou bilou chez toi. Non, non, tu dois obéir à certains standards de comptabilité, notamment les normes de FASB. Donc, tu as des normes de compta, tu as des normes de garde aussi, et, et notamment les ETF, c'est utilisé partout. Donc, c'est à peu près le seul moyen pour les institutions financières d'avoir vraiment, d'avoir une exposition à des cryptos. Donc, vu que les ETF sont les seuls moyens, absolument toutes les institutions sont en train de foncer dessus. Trop bien. C'est ça. Trop bien. Puis c'est une solution de facilité essentielle pour les entreprises. On s'imagine assez peu un board ou un CEO ou même une assemblée détenir une clé privée sur Bitcoin ou sur Ethereum pour gérer eux-mêmes leurs cryptos. Ça paraît difficile. Ils pourraient ouvrir un compte sur Coinbase à la limite, mais encore une fois, c'est des problèmes légaux. Donc l'ETF, ça va permettre aux grosses institutions de facilement y accéder. Ça va aussi permettre, j'avais lu, à de nombreux fonds de pension de s'exposer. Les fonds de pension elles sont fans des ETF qui mélangent tout un tas d'actifs diversifiés. Et donc, on peut imaginer que qu'il y a un ETF qui englobe un autre ETF, si vous voulez, un ETF dans lequel 1% proviendrait de l'ETF Bitcoin ou de l'ETF Ether. Donc, ça va permettre une exposition au final à un peu tout le monde, hein, parce que le fonds de pension, c'est énorme en termes de capacité financière, à ces actifs-là, sans peut-être que les personnes le sachent. C'est-à-dire que peut-être que vos grands-parents ou vos parents dans le futur auront des bitcoins, mais ils ne le savent pas. Ils l'auront au travers de leur ETF de fonds de pension. Ah, c'est marrant. On en est où exactement dans l'arrivée de ces ETF? C'est sur le marché, c'est déposé, on pense que ça va être accepté. C'est quoi la temporalité qu'on regarde? Bah là, là concrètement, ce qui est en train de se passer, c'est il y a environ une vingtaine d'institutions qui ont fait des demandes d'ETF sur Bitcoin. Et là, on est en attente de confirmation pour les régulateurs, notamment américains. Et il y a il y a plusieurs deadlines, en tout cas plusieurs dates limites pour savoir si un ETF va être approuvé ou non. Mais il y a un consensus assez fort sur le fait qu'au premier trimestre de 2024, il y aura des confirmations qui arriveront. C'est ça, ça Ok. fonctionne par fenêtre de tir. Et on vient d'en passer une en novembre dans laquelle ils auraient pu accepter. Ça n'a pas été fait, ils ont repoussé. Et la prochaine fenêtre de tir aurait apparemment lieu en janvier, dans laquelle il y a de très grandes chances que ce soit accepté. Si cette fenêtre de tir est fermée, ce sera une autre fenêtre de tir 3 mois après, à peu près. Ok, c'est comme France Compétences, quoi. Ils font des commissions qui donnent toutes les certifications d'un coup. C'est Et juste totalement ça. pour compléter, sur Ethereum, il y a eu aussi 2 dépôts, hein, un de BlackRock et un de Fidelity de mémoire. Il y en a peut-être d'autres après que j'oublie. Mais même sur Ethereum, on a des ETF spot, donc pas des futurs, c'est des ETF spot, des gens qui vont vraiment posséder les crypto-monnaies, qui ont été déposés il y a 3 semaines environ, quelque chose comme ça. Donc ça Ça arrivé y est. 2-3 mois après Bitcoin, mais c'est également arrivé. Et BlackRock, hein, c'est le plus gros, le plus gros gestionnaire de fonds sur Mondial. Terre. Alors, je ne sais plus si c'est 100% ou 100% moins 1 leur taux de réussite sur les dépôts des ETF. Mais c'est l'un des C'est deux. le moins 1. C'est moins 1, c'est ça. C'est le Donc, moins 1. Il y en a un seul qui a les cheveux. Quand ils déposent un ETF, ça passe. Voilà. C'est ça. C'est ça. Ok, top. Laura, tu penses que ça va changer la donne pour l'écosystème, l'arrivée de ces ETF? Bah, écoute, il y a beaucoup de narratives autour de
d'un prochain bull run qui serait drivé par justement l'approbation de ces ETF. On l'a vu avec la fake news de Cointelegraph il y a quelques semaines, je crois. Et le cours du Bitcoin a pris, c'était vraiment insane. Il a pris, je crois, 8% en même pas une heure. Puisque Cointelegraph avait tweeté que justement que l'ETF Bitcoin était approuvé. Je sais pas si cette narrative tient. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui s'accrochent à ça. Est-ce que le marché va le prouver ou va faire l'inverse comme d'habitude? On verra bien. Par contre, il y a aussi, et je pense que c'est une question qui est un peu plus ouverte, je ne sais pas si vous avez des avis là-dessus, mais il y a aussi l'aspect on crée du Bitcoin papier, quoi. Et ça peut rentrer en compte dans justement les prises de position des investisseurs. Ok, tu veux élaborer un peu, expliquer à quoi ça correspondrait ce Bitcoin papier? L'idée, ça serait de se dire que du coup, il y a, enfin, je veux dire, c'est pas du Bitcoin. Clairement, c'est est-ce que on achète du vrai Bitcoin ou pas, quoi, et est-ce que on crée pas finalement plus de Bitcoin factice. Là, a priori, je crois que c'est que des ETF spot, donc je suis pas tout à fait sûr de cette réflexion-là, mais ça peut être en tout cas interprété par les investisseurs de manière négative aussi, quoi. En tout cas, les OG du Bitcoin. Ouais. Ça peut ouvrir la porte à des dérives qu'on connaît un peu sur l'or, quoi, où on se demande s'il n'y a pas plus d'or papier que d'or en existence sur Terre. Alors, je pense que sur Bitcoin, ce sera plus facile de le vérifier. Ça va aussi dépendre de qui sont les custodies, qui sont les détenteurs des fonds. Parce qu'en fait, BlackRock, Fidelity, ce n'est pas eux-mêmes qui vont tenir les bitcoins, ils passent par un prestataire externe. Il faut savoir que les plus sérieux ont quasiment tous choisi Coinbase, qui est quand même qui a pignon sur rue, on va dire, dans l'écosystème. Je me fais pas trop de soucis dans un premier temps. Par contre, effectivement, qu'est-ce que ce sera dans 10 ans? Et est-ce qu'on n'aura pas du bitcoin papier de partout? C'est difficile à dire. Après, on connaît bien le supply de bitcoin. Donc, si on voit qu'il y a plus de TF bitcoin que de bitcoin, on verra bien le souci. Alors qu'on connaît moins le supply de l'or. Mais bon, effectivement, ça peut ouvrir la porte à ces problèmes. Est-ce que ça serait pas une bonne étude de cas de se dire, voilà, grâce à la blockchain, finalement, la traçabilité des actifs est prouvée. Bon, voilà. Tout à fait. En fait, Coinbase n'aura qu'à rendre ses wallets publics pour qu'on sache effectivement combien ils ont de Bitcoin pour leur ETF. Et on pourra très vite voir sur la blockchain si oui ou non ils les possèdent. Après, s'ils ne veulent pas rendre ça public ou qu'ils n'en ont pas le droit, je ne sais pas. Il faudra faire un peu d'investigation on-chain. C'est le souci. Ouais. Après, quoi qu'il en soit, les ETF au comptant, ça reste un gros progrès par rapport aux ETF qu'on a aujourd'hui. Parce que là, en ce moment, c'est surtout on a surtout des ETF sur Bitcoin qui existent déjà, mais qui sont basés sur des produits futurs qui sont contrôlés par le Chicago Mercantile Exchange, de souvenir, qui reste un intermédiaire centralisé avec pas mal de friction. Au moins avec un ETF spot, on aura beaucoup moins d'intermédiaires et une infrastructure qui sera bien plus simple à mettre en place. Ouais, c'est top, ouais. Et un point qu'il faut préciser peut-être, c'est que les ETF spot existent déjà, mais juste pour les États-Unis. C'est que ce ne sera pas les premiers ETF mondiaux. Il y en a en Europe, il y en a au Canada, il y en a en Australie, mais sur des petits, pas des petits projets, mais des groupes peu connus en fait, donc qui n'ont pas du tout la légitimité de BlackRock ou de Fidelity. C'est pour ça qu'on porte tant d'intérêt aux ETF américains. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'est quand même le succès de Coinbase en fait là-dedans, c'est que Coinbase a fait ce choix il y a quelques années. Qui était le choix inverse de Binance, c'est-à-dire d'aller doucement, de ne pas aller trop vite, de lancer des produits tout azimut, mais d'être le plus proche de la réglementation possible, de respecter un peu les consignes. Et ça a fini par payer, puisqu'au final, 3 à 4 ans plus tard, ils sont les seuls choisis ou presque pour être les détenteurs de ces assets-là. Alors, ils sont américains, mais ce n'est pas les seuls. Kraken est aussi américain, il y avait BitMEX, il y en avait d'autres. Et c'est quand même eux qui sont quasiment choisis tout le temps. Donc, ça montre un certain succès de leur stratégie, en tout cas. Et ça fait écho à la sanction de Binance qu'on a eue la semaine dernière dans les chroniques, on en a parlé. Voilà, donc je n'aurais pas cru il y a 3 ans, mais au final, stratégie sans doute gagnante de la part de Coinbase. On verra ce que ça donne dans les années à venir. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit BlackRock a 10% de Coinbase. Je sais pas si c'est de Coinbase, c'est de Circle, mais c'est possible. Après, Coinbase et Circle, c'est des entreprises sœurs, donc en soi, oui. Là, on peut compter les deux. Ok, trop cool. D'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous pensez que ça va changer les choses ou pas, ou si les jeux sont déjà faits. Oui, c'est sûr que ça ne va pas empêcher la SEC de poursuivre Coinbase, mais bon, la SEC, il n'en faut pas beaucoup pour enclencher des poursuites, malheureusement.
Ça, c'est une excellente question de Vortas. Du coup, si je vais à la Société Générale, est-ce que je peux acheter du Bitcoin? Alors, pour l'instant, non. Je ne pense pas que les ETF qui existent en Europe soient assez connus pour être mis à disposition sur les comptes titres de la Société Générale. Mais je pense qu'une fois un ETF BlackRock accepté, oui, à mon avis, sur votre compte titre, vous aurez l'ISIN de l'ETF Bitcoin et vous pourrez acheter cet ETF-là depuis votre compte titre traditionnel. Donc, ce sera un moyen, effectivement, pas besoin d'ouvrir un compte sur Coinbase ou sur Kraken ou Conhouse ou Meria ou ce que vous voulez. Vous pourrez peut-être juste passer par votre compte titre. Ouais, incroyable, ouais, effectivement. Comme tu dis, Vortas, c'est une nouvelle ère. Oui, et puis surtout si tu es en plein cursus de formation où on t'apprend justement la vision de cypherpunk, là c'est sûr que bon, forcément, donc, vers quoi se dirige le marché et est-ce que c'est vers ce qu'on avait prévu, ce qu'avait prévu Satoshi au début, ça serait intéressant de confronter les sujets et les Ouais, opinions c'est même. sûr. Après, moi, ce que je trouve top avec les technologies blockchain et avec Bitcoin en particulier, c'est que c'est un peu comme de laisser leur crypto sur les exchanges, quoi. Fondamentalement, les gens ont le choix et c'est pas trop dur de effectivement maîtriser tes clés privées toi-même. Bon, il y a un petit truc technique à faire, mais c'est possible, quoi. C'est moins dur que de gérer un serveur mail, par exemple. Et donc, il y a la possibilité d'avoir cette souveraineté. Elle va pas être 100% dans tous les cas, mais au moins, il y a C'est cette possibilité, quoi. Bah, C'est- en c'est- fait, pardon, Gaëtan. Vas-y. C'est ce qui me dérange moins dans les ETF, notamment de Bitcoin, c'est que les gens le critiquent parce que c'est pas la vision initiale de Satoshi ou de la blockchain, des cypherpunk, et ils ont raison. Mais au moins, comme tu le dis, vous avez le choix. C'est-à-dire que si vous avez envie d'être propriétaire de vos fonds, vous pouvez. Alors qu'aujourd'hui, vous pouvez pas, en fait, avec des actions classiques ou même avec du cash, enfin avec votre compte bancaire, on est un peu tributaire de la finance traditionnelle. Ici, vous avez le choix, donc libre à vous de faire le choix que vous souhaitez. Si vous vous sentez pas à l'aise technologiquement, il y aura ces solutions. Et pour ceux qui sont à l'aise, il y aura le self-custody et moins faites comme vous voulez. Il n'y a pas trop d'impact. C'est pas pareil pour Ethereum parce qu'Ethereum, il y a le proof of stake et donc les personnes qui détiennent votre Ether peuvent avoir un impact sur la blockchain en tant que telle. Alors que sur Bitcoin, les gens qui possèdent du Bitcoin, ils n'ont aucun impact sur le réseau. C'est différent pour Ethereum. Donc j'aurais un avis un peu différent et tranché pour Ethereum, mais pour toutes les blockchains proof of stake. Mais sur Bitcoin, ça m'inquiète pas trop. Cool. Bon, je vous propose de passer au deuxième sujet, Women in Tech. Laura, on va commençons par te poser la question. Qu'est-ce que, ça fait un petit moment du coup maintenant que tu es passé par Alira, tu es une ancienne élève d'Alira, que tu traces ton sillon dans l'écosystème blockchain et dans l'écosystème tech plus globalement. La question est un peu tarte à la crème, mais néanmoins pour moi c'est un sujet qui est vraiment important et qu'il faut adresser frontalement. On en est où aujourd'hui de l'inclusion des femmes dans l'écosystème blockchain et dans la tech en général? C'est quoi ta vision, ton parcours de Écoute, je pense que déjà, premièrement, en termes de constat, vraiment, si on regarde les chiffres, et je pense que vous ne direz pas le contraire hein, par rapport au nombre de femmes qu'il y a dans la tech par rapport aux promos. Je sais que moi, sur ma promo, on était peut-être trois femmes pour 60 mecs. Enfin, globalement, au niveau des chiffres, on n'est clairement toujours pas en majorité, ça c'est sûr, loin de là. Je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes sur des postes d'encadrement de direction. Ça, c'est hyper intéressant. Après, il y a toujours des débats liés à comment est accueilli, enfin, onboardé, et puis comment est justifié, enfin, ou en tout cas, oui, accueilli une femme quand elle rentre dans une entreprise tech. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vraiment ressenti. Tu sens que des fois, il y a un peu des questions de légitimité, mais qui sont plutôt liées à tes expériences. Et comme dans tout projet, toute entreprise, il faut prouver, quoi. C'est tout à fait normal. Personnellement, je ne l'ai jamais ressenti. Après, ce qui est sûr, c'est que on a une sensibilité parfois, bon, je généralise, hein, mais on a une sensibilité différente, on a une façon différente de penser et justement, tu retrouves beaucoup de complémentarité. Donc, je pense que c'est de plus en plus valorisé d'être une femme dans la tech et on comprend de plus en plus pourquoi il faut deux visions différentes. Et voilà, c'est de la généralité, encore une fois. Hein. Je suis obligée de mettre tout le monde dans un même panier alors que je déteste faire ça, mais globalement, c'est un peu ça ce que j'en retire comme expérience ces dernières années, quoi. Ok. Je sais pas si tu me rejoins, Leïla, et si tu avais des sujets peut-être en plus. Ouais, mais bon.
Ouais, Laïla, alors, à quoi ressemblait ton expérience dans la blockchain et dans la tech en tant que femme? Alors du coup, je vais rejoindre un petit peu l'avis de Laura. Je l'ai pas vraiment ressenti dans le sens où les postes que j'ai occupés, disons qu'on m'a accueilli à bras ouverts et on m'a dit justement, je fais appel à toi parce que en règle générale, les femmes sont un peu plus perfectionnistes, sont un peu plus prennent le temps et donc finalement ça a été un atout, pour moi. Donc après, c'est sûr, il y a très très peu de femmes et du coup, quand il y a des profils femmes qui sont bons, du coup, elles se font remarquer et voilà, c'est un avantage. Ça peut être un avantage si on sait le tourner, bien. Mais après, c'est vrai que il y a très peu de femmes et ça, je le regrette et je le vois. Je l'ai vu dans ma promo, mais je le vois aussi quand je fais jury pour à l'IRA ou pour d'autres écoles. Si j'arrive à avoir un groupe avec une femme ou deux, c'est bien. Donc, Qu'est-ce qui fait, alors je pose une question peut-être un peu polémique, j'espère pas trop, mais je prends le risque. Qu'est-ce qui fait pour vous qu'on est dans cette situation? Pourquoi il y a pas de femmes dans la je tech? pense que les femmes. Alors déjà, je peux y aller, Laura? Ouais, vas-y, ouais. Bon, je vais généraliser. Bon, pareil, j'aime pas trop, mais voilà. Souvent, il y a peut-être un manque de confiance. Et je crois, je suis pas sûre de ce que j'avance, mais je crois qu'une femme se laisse un peu plus vite déstabiliser qu'un homme et a plus tendance à s'effacer. Et voilà, je pense que c'est plus, au niveau du comportement qu'au niveau de la compétence. Parce que pour moi, les femmes, je ne vais pas dire sont bien plus compétentes. Non, c'est pas ça. Elles peuvent être très, très, très compétentes. Mais au niveau du comportement ou du caractère, elles ont parfois tendance à s'effacer. Et du coup, le grand monsieur sort, et puis fait ce qu'il veut. Ok. Si je suis claire. Non, c'est hyper clair, ouais. Ouais, pour compléter, je pense que, on parle de tech et même rétrospectivement à l'époque du développement informatique, tout simplement. Enfin là, nous, on parle blockchain, on parle IA, mais dans la tech en général, je pense que déjà, quand tu regardes un peu les formations, les écoles, je parle vraiment les écoles, hein, au niveau de la répartition, c'est un peu la même chose. Au niveau des professeurs, dans les écoles, c'est un peu la même chose. Et il y a aussi cet aspect un peu plus. Je pense que les femmes, naturellement, elles doivent se. Et je pense que c'est aussi lié à l'éducation. Bon, je ne vais pas définir un terme, mais à l'éducation que peut apporter un peu les parents, les grands-parents, etc. Les femmes se dirigent naturellement vers des secteurs d'activité qui sont un peu plus. Qui nécessitent un peu plus de sensibilité, peut-être un peu plus de créativité. Je ne sais pas exactement définir quel terme, mais tu vois, à l'inverse en tout cas de ce que demandent en fait ces écoles d'ingénieurs ou autres. Donc je pense qu'il y a ça aussi, c'est que rétrospectivement, on a toujours eu un peu les femmes qui font de la couture et dans l'approche, dans la scolarité, tu vois, c'est vraiment dans la scolarité déjà et comment Il y a des grandit les gens. stéréotypes de genre qui nous viennent C'est ça. de loin et dont on est tous héritiers et héritières, quoi. C'est ça, exactement, exactement. Après, justement, c'est par des écoles comme Alira, c'est par des contenus comme on peut tous faire, qu'il faut justement évangéliser, faire comprendre qu'il y a la place pour tout le monde et que justement toute compétence est à valoriser. Moi, je le dis, il y a quelqu'un qui l'a mis. Du coup, c'est vrai que ça m'arrive d'avoir les élèves de la promotion Finet en cours et je leur dis, servez-vous justement des compétences que vous avez acquises de votre parcours professionnel antérieur pour pouvoir les valoriser dans la tech, dans la blockchain, mais dans la tech en général. Je me souviens dans ma promo, il y avait des gens issus du secteur de la santé, issus du secteur du marketing, de la communication. On a tous notre place en fait dans la tech puisque foncièrement la tech c'est un outil et après tu l'appliques à un secteur d'activité. Donc je pense que il faut pas. Je sais qu'il y a souvent, comme l'a dit Leïla, hein, ce problème de un peu syndrome de l'imposteur qui est beaucoup plus marqué, j'ai l'impression, chez la femme que chez l'homme, ou en tout cas qui se ressent et qui s'extériorise beaucoup, qui s'extériorise beaucoup plus chez la femme que chez l'homme.
mais pourtant, on a tous notre place. Hein. Ouais, complètement, ouais. Et le secteur de la tech, c'est pas le seul. Par exemple, j'ai fait 10 ans dans le BTP et dans le BTP, c'est exactement pareil. Il y a très peu de femmes. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. 10 ans dans le BTP. Et c'est un milieu d'hommes comme dans la tech. Et les femmes, petit à petit, font leur place. Elles sont très peu, comme dans la tech, mais ça tend à je sais pas, en 2050, peut-être qu'on arrivera à non pas à une majorité, mais peut-être un petit peu en dessous de la moitié. Je sais pas. Espérons. En tout cas, on a nommé notre prochaine promo, la promo de janvier, qui débutera du coup sur la blockchain et sur l'IA. D'ailleurs, si vous n'êtes pas déjà un apprenant d'Alira, vous pouvez aller sur le site web d'alira.fr et retrouver toutes les informations sur cette future promo. Et donc cette future promo s'appellera Lovelace, en référence évidemment à Ada Lovelace, qui est le titre de première développeuse sur Terre, qui est de mémoire une femme qui a même écrit de la programmation avant que l'ordinateur soit vraiment complètement formalisé. On est à la fin du 19e siècle, c'est très ancien. Et donc c'est voilà, pour lui rendre hommage qu'on nommera la promo par son nom. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, hein, au début de l'informatique, les gens qui écrivaient les programmes informatiques étaient assez souvent des femmes, parce que c'était un métier qui était pensé comme une espèce d'extension du secrétariat, et donc du coup c'était beaucoup les femmes qui le faisaient, et la partie qui était plus hardware, plus gérer le matériel, était plutôt la partie des hommes, parce que c'était un peu mécanique, etc. Donc dans les années 40, 50, 60, on avait cette polarité qui existait, et puis qui s'est renversée ensuite sur la fin du 20e, donc c'est assez marrant aussi de voir comment est-ce que les représentations évoluent avec le temps, quoi. Ok, comment est-ce qu'on fait pour améliorer la situation pour vous? Moi, vas-y, hein, Leïla, si tu veux. Non, j'allais dire c'est au niveau de l'école que tout se fait, au niveau de la com, de mettre en avant des femmes, de montrer que c'est possible et que il y a des postes et qu'elles y arrivent et que les entreprises, elles sont demandeuses, parce que certaines non, mais certaines sont demandeuses de profils féminins, parce qu'on a des qualités que certains hommes n'ont pas, et que c'est important également d'avoir des femmes dans les entreprises, et les entreprises sont conscientes de ça. Donc, pour moi, ça passe par l'école. Ok. Et toi, Laura? Ouais, j'aurais dit à peu près la même chose. C'est la manière de communiquer qui est hyper importante. Euh, Comme je le disais au début, hein, finalement, que tu sois un mec ou une femme, enfin un homme ou une femme, le plus important, c'est de prouver que tu en es capable, tu vois. Enfin, globalement, quoi que tu fasses, en fait, c'est de prouver que tu en es capable. Après, voilà, est-ce que parfois les hommes ont plus tendance à montrer que les femmes, on reste un peu plus en retrait. C'est pour ça que je rejoins Leïla, et il faut communiquer, il faut s'ouvrir. Moi, honnêtement, il y a un an et demi, jamais j'aurais été capable de prendre la parole, je pense, en live, etc. Et voilà, c'est entre autres grâce à vous, hein, je l'ai déjà dit plein de fois à Daniel, que j'ai osé prendre la parole en live, même sur des tables rondes, dans des événements. Et en fait, sans parler du sujet Women in Tech, en fait, juste le fait d'être là, de montrer que mes connaissances, mes compétences sont autant valorisables que n'importe quel homme, quoi, tu vois. Donc c'est juste, oser être soi-même et partager. C'est le fait d'incarner des rôles modèles qui permet aussi de faire avancer, de faire bouger les lignes, quoi. Ouais, je te rejoins, carrément. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Laura tout à l'heure, tu parlais du syndrome de l'imposteur, et il est extrêmement présent, ce syndrome, en blockchain pour tout le monde, mais c'est vrai que peut-être, je ne saurais pas dire, mais peut-être qu'il est un peu plus présent chez la femme, et il faut vraiment se dire que on l'a tous et qu'il faut passer outre, quoi. On en avait beaucoup discuté avec Laura il y a 2 ans, comme tu le dis, la prise de parole était difficile. Mais en fait, c'est extrêmement compliqué, la blockchain. Il n'y a personne qui connaît tout, loin de là. C'est très, très dur d'en être expert, donc on peut se spécialiser. Et après, l'essentiel, c'est d'y aller, de prendre son courage à deux mains et de se lancer. Et c'est pas parce que c'est un secteur très technique et très complexe qu'il y a une différence à avoir entre les hommes et les femmes sur le sujet. On a tous le syndrome de l'imposteur. Je pense que je l'ai encore énormément, même après des années aussi. Donc, il faut réussir à passer outre, quoi.
Mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Après, peut-être que peut-être que je suis chauvin parce que c'est la blockchain qu'on représente, mais de mon point de vue, je trouve que la blockchain a un avantage décisif par rapport à par rapport à tous les autres secteurs technologiques, c'est qu'il y a une vraie culture du pseudonyme. C'est-à-dire que Satoshi Nakamoto, dans le fond, c'est un pseudo, et beaucoup de contributeurs majeurs de la blockchain sont sous pseudonyme. Et ça, de mon point de vue, ça peut vraiment aider à surpasser ce syndrome de l'imposteur. C'est tout. Enfin, en fait, le pseudonyme, c'est peut-être tout bête, mais derrière un pseudonyme, bah, enfin, peu importe la personne ou les personnes qui se trouvent derrière, ce sont ses contributions qui comptent. Et ça, j'imagine que pour aider, ça peut vraiment, ça peut vraiment aider à surpasser ce syndrome-là. Après, je me demande aussi quel est votre avis sur la question, Leïla et Laura. Déjà, moi, je voulais juste mettre en avant, c'est vrai, je me souviens, Virgile, tu avais écrit un super bon contenu sur le syndrome de l'imposteur qui m'avait pas mal aidé et que j'avais même repartagé du coup à d'autres personnes. Et je me souviens que je crois que tu soulevais ce point-là. C'est vrai, hein, si on lançait un truc et Satoshi serait une femme, on n'en sait rien. C'est vrai que c'est pas une théorie que j'ai jamais vu passer cette théorie, mais en réalité, on peut pas savoir. Donc, c'est vrai que l'aspect pseudonyme peut être grandement aidant en tout cas pour commencer à s'exprimer. Après, par contre, le problème, c'est de faire un peu le switch et de commencer justement à incarner. Je ne sais pas si tu incarnes vraiment ce que tu transmets quand tu te caches, tu vois. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, se cacher, en fait, c'est pas forcément la solution, puisque justement, il faut se montrer il faut se montrer pour communiquer et puis pour montrer que voilà, les compétences, elles sont là. Avoir un pseudonyme, c'est bien, mais c'est se cacher derrière. C'est pas s'affirmer et c'est pas montrer ce qu'on sait faire. Donc, Qui on est et tout ça. Ouais. Exactement. Voilà, c'est ça. Okay. Trop cool. Bon, en tout cas, nous, on est, même si effectivement Alira aujourd'hui, très clairement, on va pas se mentir, dans les promos et dans l'équipe d'ailleurs, il y a clairement plus d'hommes, même pas mal plus d'hommes que de femmes. On fait le maximum pour créer un environnement qui soit, à défaut d'être paritaire, qui soit accueillant et bienveillant et le plus sain possible. Alors c'est dur de garantir à 100% ce genre de déclaration, mais en tout cas c'est quelque chose auquel on est très attentif depuis le début d'Alira pour éviter ce que j'appelle un peu l'ambiance de vestiaire, quoi. Donc j'espère qu'on n'y arrive pas trop mal et dire que évidemment tous et toutes sont les bienvenus chez Alira et qu'à mon avis effectivement la tech doit être l'affaire de tout le monde, sinon on se retrouve à être à moitié aveugle, hein, tout simplement. C'est juste ça le problème, quoi. Cool, merci pour vos éclairages sur cette question importante et parfois épineuse. Si ça vous va, on passe au troisième sujet qui est du coup, on va parler un peu d'IA et de science-fiction. Est-ce que c'est vraiment de la science-fiction ou pas, ou est-ce que ça y est, on y est. Alors, vous avez, je pense, les uns et les autres suivi les derniers épisodes. Je résume rapidement pour celles et ceux qui auraient été déconnectés pendant les derniers jours. En début de semaine, fin de semaine dernière, de mémoire, c'était vendredi dernier, on annonce que Sam Altman, le CEO de OpenAI, qui est donc l'entreprise qui est derrière ChatGPT, qui est une des références sur l'intelligence artificielle, a été débarqué par son conseil d'administration. Donc, au revoir. Là-dessus, Microsoft explique que pas du tout, Microsoft qui est actionnaire, un des gros actionnaires, pas majoritaire, mais ils ont posé 10 milliards sur la table quand même, explique que pas du tout, ils vont récupérer Sam Altman qui va faire une division IA au sein de Microsoft, donc ça ne se passera pas comme ça. Sam Altman fait semblant de partir avec sa garde rapprochée, et puis finalement on se rend compte que c'est pas juste la garde rapprochée, mais que c'est en fait sur les 740 salariés de OpenAI, il y en a 700
qui déclare sur Twitter, bah, nous, s'il part chez Microsoft, on part avec lui, quoi. Et Microsoft de dire, oui, venez tous, tout le monde est bienvenu, ça nous fera plaisir. Donc, évidemment, le board de OpenAI s'est retrouvé un petit peu pris au dépourvu, et après, ce qui a, à mon avis, dû être des tractations intenses. Je pense qu'en coulisses, cette histoire-là, mais je n'ose même pas imaginer les fils de chat et les fils de discussion des gens qui ont été impliqués dans cette histoire, mais je pense qu'ils ont dû passer un week-end de folie. Sam Altman se fait réintégrer genre 4 ou 5 jours plus tard, je n'ai plus la chronologie exacte en tête, et du coup le board qui l'avait débarqué se fait lui-même débarquer, enfin se fait contraindre à la démission, et il est restructuré autour de gens qui sont favorables à Altman. Bon, donc au-delà de l'aspect aller-retour et du drama, etc., une manière que beaucoup de commentateurs ont eu de lire cette histoire et qui est à mon avis une manière très intéressante, c'est qu'en fait, au sein du monde de l'IA, je schématise un peu, mais vous avez en gros deux grands camps. Alors, c'est une schématisation, hein, comme toute schématisation, elle est abusive, mais vous avez le camp de ceux qu'on appelle les doomers. Donc, les doomers, je reviendrai un peu plus sur eux après, c'est ceux qui pensent que globalement, l'IA va causer notre perte à tous et va prendre la place de tous les humains partout et va genre Terminator quoi, ou Matrix en fonction de vos références favorites. Et de l'autre côté, il y a les techno-optimistes qui, eux, considèrent que l'IA va ouvrir une nouvelle période d'abondance, permettre de démultiplier la productivité et la richesse humaine, d'apporter la gloire et le bonheur partout sur Terre. Là encore, je schématise un peu, mais globalement, c'est ça les positions respectives. Et une manière dont a été lu le conflit à la tête d'OpenAI, c'est qu'en fait, initialement, l'objectif d'OpenAI, c'est de créer une intelligence artificielle générale, ce que vous allez trouver parfois sous le terme AGI, de manière, enfin, pour le bénéfice de l'humanité et de manière sûre. Et avec cet objectif-là, une partie du board, en fait, étaient des gens qui étaient finalement plutôt dans la catégorie des doomers, ou en tout cas dans la catégorie des centristes entre ces deux polarités, et qui estiment que oui, effectivement, il y a un vrai danger, enfin que les IA présentent un vrai danger. Et c'est notamment le cas de Emmett Shear, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais qui est celui qui a été le CEO par intérim pendant un très bref temps. Je vais vous partager mon écran, parce que c'est assez marrant quand même. Qui a été le CEO par intérim pendant un très bref instant de OpenAI. Donc Emmett Shear qui nous met CEO pendant 55 heures, voilà. Donc ce petit message sur Twitter est une référence pour ceux qui connaissent le fait de finir un jeu le plus rapidement possible, le speedrun. Donc voilà, c'est une petite référence au speedrun. Donc il aurait speedrun le poste de CEO. Mais au-delà de la petite blague, quand on écoute des interviews de ce personnage, ce qu'il nous dit, c'est que il estime alors l'estimation qu'il donne, c'est entre 5 et 50%. Ça vous donne une idée du niveau d'incertitude dans lequel on est. Il estime entre 5 et 50% un scénario dans lequel l'IA est finalement un espèce de doom, de phénomène de doom, donc qui prend le contrôle de l'humanité, de la Terre, etc. Et ce qu'il explique, c'est quoi? C'est que il y a un seuil, enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée des doomers? C'est qu'en fait, il y a un seuil à partir duquel l'IA est plus performante que l'homme pour s'améliorer elle-même. Donc en fait, et où elle est plus performante que l'homme pour résoudre tout un tas de problèmes usuels qui sont en fait des problèmes usuels qui permettent de l'améliorer elle-même, donc notamment la production d'énergie, la gestion de composants informatiques, le code informatique, et où à partir de ce moment-là, devenant capable de s'améliorer elle-même, en fait, elle passe sur un mode où on n'a plus vraiment le contrôle dessus, parce qu'elle s'améliore, donc une version suivante qui s'améliore elle-même, puis qui s'améliore encore. Et en fait, on est face à un phénomène exponentiel qu'on n'est pas vraiment bien capable de maîtriser. Et c'est ce phénomène exponentiel qui, du coup, fait peur, fait flipper tout un tas de spécialistes de l'IA. Et c'est ça que je trouve intéressant et marquant sur le secteur de l'IA, c'est que c'est quand même un secteur où plein de gens qui ont vraiment les mains dedans, qui sont vraiment des spécialistes et qui ne sont pas simplement des hurluberlus sur YouTube qui nous expliquent que ça va être la fin du monde, etc. Non, en fait, c'est les gens qui sont en pointe du sujet qui nous disent oui, en fait, il y a un risque que ça dérape. On n'est pas complètement capable de quantifier ce risque, mais ce risque existe. Et du coup, pourquoi est-ce que je vous parle de ça à ce moment-là?
parce qu'en fait, quand on regarde les déclarations de Sam Altman, on se rend compte qu'il a laissé échapper, alors volontairement ou pas, c'est pas très clair, mais en tout cas, il a laissé échapper ce que la presse américaine a appelé un moment Oppenheimer. Donc, il a laissé échapper le fait que il avait assisté à une découverte, à un phénomène incroyable, et que c'était la 4e fois dans sa carrière qu'il avait pu assister à ce phénomène-là, et que c'était un honneur pour lui, etc. Et en fait, beaucoup de commentateurs et de lecteurs ont interprété ça comme le fait qu'il a observé la réalisation de ce qu'on appelle donc l'intelligence artificielle générale, l'AGI. Ça, c'est un projet qui porte un nom de code au sein d'OpenAI qui s'appelle le projet QStar, et sur lequel on avait déjà tout un tas d'indices jusqu'à présent que je vais vous partager maintenant. Hop là, partage d'écran. Fenêtre. Hop, alors déjà, vous avez un article de Forbes. Tout ce que je vous raconte, globalement, vous allez pouvoir le retrouver dans la presse, notamment la presse américaine qui a bien couvert le sujet. Mais donc, vous avez un article de Forbes qui raconte, qui reprend un peu ce que je vous explique là, notamment ce fameux projet QStar. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de vous raconter les trucs que j'ai trouvés sur 4chan et sur QAnon. Hein, c'est voilà, Forbes qui rapporte les éléments et qui explique que ce projet QStar, en fait, ouvre la voie vers cette fameuse intelligence artificielle générale. Désolé pour la traduction en direct, je vous mets le lien. Les autres éléments qui accréditent cette idée-là, c'est quoi? C'est notamment un papier qui date de septembre 2020, dans lequel on essaie d'utiliser, qui est un papier d'OpenAI, dans lequel on essaie d'utiliser l'intelligence artificielle pour prouver des théorèmes mathématiques. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, en gros, la manière dont ChatGPT fonctionne, c'est qu'en fait, il essaie de vous proposer un complément de texte plausible par rapport au texte qu'il a eu avant. Mais plausible ne veut pas dire vrai. Donc, en fait, ça donne tout un tas de phénomènes assez déboussolants, notamment les hallucinations de ChatGPT, le fait que ChatGPT est en général pas vraiment capable de vous dire si l'information qu'il vous donne est bonne ou pas. C'est-à-dire qu'il peut vous dire avec beaucoup d'assurance un truc qui est absolument faux, et vous pouvez lui demander des sources et il va vous inventer des sources, plutôt que de vous dire ah mais non, en fait, j'ai pas de source, je sais pas de quoi je parle. Et donc, en fait, jusqu'à récemment, on avait cette distinction entre ce qui serait vraiment puissant, c'est des intelligences artificielles qui soient capables de nous dire des choses qui sont vraies et qui, quand elles sont pas dans le vrai, elles soient capables de nous le dire. Et où tout ce qu'on avait, c'était des intelligences artificielles qui étaient capables, comme ChatGPT, de nous donner le vraisemblable, ce qui est quand même pas exactement pareil. Et là, en fait, avec le fait de démontrer des théorèmes mathématiques, on est en train de prendre une bifurcation vers, vers des intelligences artificielles qui nous parlent du vrai. Et là, il y a une vraie modification. Et quand on va, là encore, sur le site de OpenAI et qu'on regarde un peu dans leurs outils de recherche, là encore, on voit ce qui est au centre de la recherche. Et là, le document est plus récent puisque ça date de mémoire de mai 23. C'est en fait l'entraînement sur la démonstration de modèles mathématiques et le fait de déplacer au niveau de l'entraînement des IA. Vous savez que jusqu'à présent, ce qu'on faisait beaucoup, c'était de la supervision par rapport aux résultats qui sont obtenus par les IA. C'est-à-dire, on regarde l'output de ce que nous sort l'IA, de ce que nous sort le réseau de neurones. On regarde si cet output correspond ou pas à ce qu'on voulait comme output. Donc, je t'ai mis une image de chat, je sais que c'est une image de chat, tu me dis que c'est un chat, bravo, plus un point, et je renforce les mécanismes internes au réseau de neurones qui ont permis de conduire à ce résultat. Si inversement, tu me dis que c'est un chien alors que je t'avais mis une image de chat, je te punis et je dégrade le chemin qui a permis d'arriver au mauvais résultat. Donc ça, c'est la supervision par rapport au résultat, qui était ce qu'on faisait jusqu'à présent. Et là, en fait, avec le fait de vouloir de plus en plus démontrer des modèles mathématiques, on est en train de passer à une supervision du process. Donc de l'ensemble des étapes qui permettent d'arriver à une conclusion. Je vais vous mettre le lien si certains d'entre vous veulent aller lire. Hop, et je ne vous ai pas mis le lien du papier aussi, je vais vous le mettre. Et donc, en fait, tous ces éléments montrent que très clairement, et c'est assez logique que ce soit la frontière suivante pour OpenAI, parce qu'en fait, c'est dans leur feuille de route, dans leur fiche de route depuis le début, cette intelligence artificielle générale, que, en fait, il est possible que cette frontière ait été dépassée
dans les semaines qui nous ont précédés, et que quand le board de OpenAI nous parle du manque de franchise de Sam Altman sans nous dire exactement ce qu'il lui reproche, qu'en fait, ce soit de ça dont il nous parle. Je pense que de toute manière, on aura collectivement plus de réponses dans les semaines, dans les mois qui arrivent. Mais voilà, ça donne un peu une idée de là où on va, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, mes chers chroniqueurs? Et le chat, d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous êtes plutôt doomer? Est-ce que vous êtes plutôt techno-optimiste? Je prends la parole au début, de toute façon ça va être rapide, parce que moi j'ai pas beaucoup d'avis. En fait, je suis pas assez compétent sur le sujet du tout, je pense. Et n'étant pas compétent, j'arrive pas à me faire un avis. C'est-à-dire qu'il me faudrait, je pense, des heures et des heures de recherche pour mieux comprendre le sujet. Et du coup, étant dans l'ignorance, j'ai décidé de ne pas choisir de camp et d'être ni doomer ni enthousiaste. Donc je suis un peu entre les deux. Je suis dans le pragmatisme, j'attends de voir ce qui se passe. C'est un peu ça l'idée. Et j'arrive pas à me faire une opinion. C'est un peu ça. Peut-être que je sais pas ce que les autres en pensent, mais personnellement, c'est comme ça. Sur l'IA de manière générale, pas sur Sam Altman, la décision, plus sur l'IA de manière générale. Ouais, si tu veux, je prends la suite, Gaëtan. Bon, globalement, pareil, c'est pas le sujet sur lequel j'ai le plus de perspectives. Par contre, il y a eu beaucoup d'éléments, Jérémy, c'était hyper complet ce que tu nous as partagé. Donc, je vais vraiment faire mon retour d'expérience par rapport à l'utilisation que j'en ai, ce que je vois de ce qui se fait autour. Je serais plutôt, pour l'instant, team enthousiaste, mais j'attends de voir. Globalement, moi, du coup, dans la communication, j'ai beaucoup entendu les copywriters, bientôt ils n'existeront plus, sur de la rédaction, de toute façon, maintenant c'est ChatGPT, etc. Oui, mais non, absolument pas en fait. ChatGPT, il va nous aider à mettre de la forme, parfois à synthétiser une information ou à essayer de la rendre plus intelligible. Mais l'information à la base, comme tu l'as très bien dit d'ailleurs, il n'y a pas de fiabilité du tout. Et pareil, j'ai testé le fait de lui demander des sources, etc. Ça n'a jamais rendu. Donc, moi, je pense que pour l'instant, rien ne vaut l'intelligence humaine. Je fais beaucoup, pareil, d'analyse de projet et je gagnerais un temps énorme, même sur de la due diligence, à lui permettre, à essayer d'utiliser du chat GPT pour pouvoir aller récupérer de l'information. Et au final, à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai perdu du temps. Je pense pas que ce soit par une méconnaissance de l'utilisation de l'outil. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais il faut savoir s'en servir pour pouvoir retirer ce qu'on en veut. Honnêtement, c'est pas faute d'avoir fait des formations, d'avoir essayé d'avoir digué, d'avoir testé plein de choses différentes. Je pense, comme tu l'as dit, que pour l'instant, il n'est pas capable de ressortir des informations correctes, sourcées. Donc pour ça, rien ne vaut l'intelligence humaine. Et ce qui m'amène aussi à un autre sujet, qui est corrélé aussi à un autre sujet. Dernièrement, on a fait une interview sur le Crypto Daily du projet TADA porté par William Simonin, les frères de Hacher. Et globalement, le constat, c'est un peu le même en fait. C'est que l'IA en elle-même n'est pour l'instant pas capable, en tout cas, de pouvoir ressortir et de la data et là dans son cas là c'était de ce qu'on a eu comme échange c'était lié à du son en fait par exemple pour du deepfake à des paroles humaines et là qu'est-ce que porte TADA en fait, et ça fait lien aussi avec la blockchain, c'est justement l'incentive d'un humain pour aller valider et prouver la véracité de l'information. Donc, je pense qu'il y a des modèles IA blockchain qui sont très intéressants à développer. Je fais le lien avec ce que je connais. Comme je vous disais, je n'ai pas non plus énormément de perspectives sur le sujet. Mais en tout cas, je serais quand même de l'avis optimiste pour l'instant par rapport à ce que j'en ai vu et ce que j'en ai fait, quoi. Ok. C'est ça, Virgile? Pardon. Ah, pardon, vas-y, Leïla. Vas-y, Leïla. La parole. Ok. Alors, moi, je suis hyper optimiste et je suis à fond. Je suis complètement fan. Et alors, oui, les outils ne sont pas encore tout à fait au point. Oui, il y a du travail. Et je comprends complètement que certaines personnes aient des craintes.
Seulement, la peur n'évite pas le danger et il faut juste travailler sur voilà, comment améliorer cet outil, parce que c'est bien un outil, ça va remplacer personne. C'est quelque chose qui va venir nous aider, qui va venir, à mon sens, qui va venir nous améliorer, qui va nous faire gagner du temps. Alors aujourd'hui, c'est vrai que parfois, ça fait un peu perdre du temps. C'est vrai, parce qu'il faut tout vérifier, parce que des fois, c'est des conneries monstrueuses. Mais effectivement, il faut savoir l'utiliser aussi, parce que ça paraît simple. Mais il y a quand même des choses à savoir pour bien l'utiliser. Je pense que clairement, l'avenir ne sera pas sans ça. Et je pense que ça va changer. Ça va changer en fait notre façon de travailler ou notre façon peut-être même d'évoluer, j'en sais rien. J'ai pas trop de crainte parce que je me dis bon, il y a des pros derrière. J'ai confiance. J'ai confiance. Je me dis ils vont savoir assurer les gars. Enfin, en tout cas, j'espère. Donc complètement optimiste et je travaille avec par exemple ChatGPT. Et enfin, je suis fan. J'ai hâte que ça s'améliore, mais je suis fan. Et je vois comment éventuellement ça pourrait être dans un avenir pas trop lointain. Donc moi, je suis de la team optimiste à 200%. Ok. Ouais, ouais. Et toi, Virgile? Me concernant, je fais partie des optimistes aussi, mais différemment. C'est-à-dire que, en fait, je me demande à quoi. J'essaye de remonter dans le temps à l'époque où il y avait Internet dans les années 90, et je me suis demandé à quoi, qu'est-ce qu'on pensait d'Internet dans ces années-là. À mon avis, il devait y avoir les mêmes débats, c'est-à-dire d'un côté les optimistes qui disent que ça peut révolutionner le partage d'informations, et de l'autre, les pessimistes qui pensaient que ça allait complètement compromettre je veux dire, la vie privée, qu'on pouvait, qu'il y aurait des potentiels de criminalité qui va totalement nouveau avec Internet. Et 30 ans plus tard, le constat qu'on peut en faire, c'est que c'est pas noir ou blanc, c'est toute une infinité de nuances. Et pour l'intelligence artificielle, pour l'intelligence artificielle, je pars du principe qu'on partira dans la même direction, avec où finalement ce sera pas, ce sera ni une bonne nouvelle ni une mauvaise nouvelle dans l'absolu. C'est plus, ça dépend plus des individus et de la façon dont ils vont s'en servir qui fera toute la différence. Mais je préfère avoir un biais optimiste parce que pour le moment, ça aide beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui utilisent l'IA au quotidien et ça leur fait gagner du temps et de l'énergie sur leurs tâches. Tu as beaucoup d'entreprises qui cherchent à l'intégrer. Et et je préfère faire partie des optimistes à une heure où absolument tout le monde considère l'IA comme Skynet. Enfin, tout le monde. Disons qu'on a une culture populaire qui est extrêmement portée sur un visage pessimiste de l'IA avec Terminator ou Matrix. Mais il n'y a pas, j'ai pas encore vu d'œuvre inscrite dans la culture populaire qui voit l'IA d'un bon œil. C'est une bonne remarque. C'est vrai que dans toutes nos émulations, dans tout ce qu'on a fait d'artistique, la plupart du temps, l'IA est vue de manière assez pessimiste. Et donc, je pense aussi que ça alimente fortement la culture des doomers qui sont peut-être nés avec ces films-là, avec cette culture-là. Et ça joue. On a parlé quand même du danger de l'AGI. Moi, c'est pas tant l'AGI qui me fait peur à court terme, c'est pas le Terminator final. C'est ne serait-ce que combiner l'IA avec les réseaux sociaux, avec le deepfake. C'est l'influence des masses qu'on peut avoir avec les. Enfin, on peut très facilement influencer un pays tout entier, voire le monde entier, en créant de la fausse information extrêmement plausible. Et même si elle est démentie plus tard par un média, ça demande énormément de travail de démentir une information quand elle a déjà été virale et qu'elle a fait le tour du monde. Et moi, j'ai bien plus peur de ça, du deepfake et de l'influence des foules, que d'une AGI à court terme, qui dominerait le monde. Et c'est plus ça vraiment qui m'inquiète. Parce qu'en soulevant des foules, on crée des révolutions. Hein. Donc des fois, elles ont du fondement, ces révolutions, mais peut-être que l'IA sera capable de créer des révolutions non fondées. Alors, c'est pas l'IA tout seul,
c'est le deepfake de l'IA généré par des humains derrière qui sont mal intentionnés. Voilà. Mais à moi, à court terme, c'est plus ça qui m'a inquiété que cet AGI, ce Terminator futur. Ok. ça, C'est je marrant, crois je qu'on n'a pensais pas pas qu'il y besoin aurait. de- Je suis surpris de voir autant d'optimisme dans la team. Du coup, pour rééquilibrer la balance, je vais me faire l'avocat du diable. Moi, j'avoue que c'est un vrai point d'incertitude. Ça fait partie des quelques points d'incertitude où quand je me projette dans l'avenir à, je sais pas, 10, 15 ans, je me dis, franchement, point d'interrogation. Carte retournée invisible, il y en a plusieurs. Il y a les stocks d'énergie disponibles. À quel point le réchauffement climatique va nous impacter. Et il y a ce truc-là. En fait, c'est tellement une technologie qui est nouvelle. Et alors, je sais bien que c'est d'une banalité affligeante pour les humains de paniquer quand il y a des nouvelles technologies. Les gens pensaient qu'ils allaient exploser quand ils passaient dans des tunnels, dans les trains, dans les premiers trains, à cause du différentiel de pression. Comme le train va très vite, ça crée un différentiel de pression et les gens imaginaient au début qu'ils allaient exploser en passant dans les tunnels. Bon, aujourd'hui, on sait qu'on peut passer dans un tunnel en toute sécurité dans un train sans exploser. Mais donc, c'est normal d'avoir peur quand il y a une nouvelle technologie. Mais même en sachant ça, je vous avoue que sur celle-là, je me dis quand même, il y a une petite dose d'incertitude, quoi. Après, ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est que de toute manière, à la rigueur, qu'il y ait de l'incertitude ou pas, à mon avis, le résultat, c'est le même. C'est de toute façon, il faut y aller, en fait. La seule manière de savoir si oui ou non ça va nous péter à la figure ou pas, et la meilleure manière de ne pas se retrouver dépassé, c'est d'y aller, en fait. C'est de faire le pari que ça va bien se passer ou que ça va être maîtrisable. C'est de se mettre à jour et c'est d'incorporer le truc. Donc, je suis centriste, voire un peu pessimiste sur la partie réflexion, mais je suis optimiste sur l'action parce qu'en fait, de toute façon, on ne va pas se mettre dans des grottes et se terrer, tu vois, en petite boule parce que ça sert à rien, quoi, ça va nulle part. Puis, de toute façon, c'est pas l'interdiction qui empêchera cette évolution, parce que si on l'interdit, il y aura bien un pays dans le monde qui ne va pas l'interdire, qui le façon, développera. la puissance que ça peut conférer est telle que de toute manière, les humains étant organisés dans des États et dans des machins en concurrence les uns avec les autres, si c'est interdit aux États-Unis, la Chine le fera. Si c'est interdit en Chine, la Russie le fera. Et si c'est interdit en Russie, je ne sais pas qui, le Brésil, l'Europe, je ne sais pas si on le fera en Il n'y a pas la France dans ta liste, c'est pas pessimiste sur la France. C'est pessimiste aussi sur le futur français. La France le fera, si les autres le font pas, on sera là, nous. Mais c'est important de s'éduquer. C'est important de s'éduquer pour avoir un avis. Et en tout cas, quand la formation, parce que c'est en janvier, la formation IA va débuter, je ferai partie des personnes qui la suivront également. Parce que comme j'ai dit, moi, je suis pas assez calé sur le sujet pour avoir un avis. Et je pense que se former, s'éduquer, servira en tout cas à mieux utiliser l'outil, mais aussi à se faire une opinion sur le sujet. Par contre, je pense à un truc pour lequel on n'est pas prêt. À mon avis, c'est déployé en partie, mais je pense que ça va s'accroître dramatiquement dans les prochains mois. Là, je pense qu'on est vraiment sur une question de mois. C'est le déploiement d'IA qui font de l'audit automatisé on-chain. On se dit souvent, mais à quoi ça sert l'IA et la blockchain, etc. Ça va servir à faire de l'audit en temps réel de tous les contrats qui sont publiés et à tous les contrats qui présentent des failles de manière automatisée et de manière, je pense, brutale. Là, tant qu'en fait, on est dans un stade où les IA, type ChatGPT et compagnie, elles sont capables de détecter que des failles qui sont évidentes, qui sont connues, du genre des réentrances ou des choses comme ça. Tu files un contrat à ChatGPT qui présente une faille de réentrance, il va te la détecter, il va t'expliquer ce que c'est, il va te dire, voilà, tu peux l'exploiter de telle et telle manière. Mais en fait, potentiellement, il y en a d'autres qu'on n'a pas encore vues ou qu'on ne connaît pas encore en tant qu'être humain, et qui, quand on déploiera ces AGI, ces IA qui sont capables de déployer des théorèmes, de démontrer des théorèmes mathématiques, en fait, entre démontrer un théorème mathématique et faire un audit de smart contract, il n'y a pas un chemin qui est très grand. Et vu l'incitatif financier qu'il y a derrière, je peux vous garantir que ce sera déployé on-chain dès que c'est possible. Et ça, à mon avis, ça va être, je pense que ça va être rock quand ça va arriver. Je pense que ça va être, on va se marrer. Après, on va se marrer, mais après, c'est tout aussi bien. Effectivement, elle peut détecter des failles, mais on peut aussi manipuler l'intention de l'IA derrière.
Parce que on peut, après peut-être que c'est juste une supposition, mais tout aussi bien peut-être qu'on peut la paramétrer pour détecter la faille et ensuite voler tous les fonds du protocole, c'est possible. Mais on peut aussi la paramétrer pour signaler la faille à l'équipe concernée, tu vois, de telle façon de telle façon à éviter les cambriolages. Les IA white hat. Exactement. Et ce qui est marrant, c'est que là, vous parlez de l'IA au service de la blockchain, mais ça marche dans les deux sens parce que la blockchain sera aussi au service de l'IA. La blockchain, ça permettra à l'IA d'atteindre une autonomie financière, puisqu'au final, elle pourra elle-même ouvrir un wallet sur une blockchain et gérer son propre argent, ce qu'on n'imagine pas faire avec un compte en banque traditionnel. Mais la blockchain permettra aussi de se protéger de l'IA, parce que du coup, on pourra s'authentifier, s'ancrer digitalement. Alors, avec la blockchain, on a la notion de propriété digitale, donc on pourra prouver la véracité d'infos numériques. Alors qu'avec l'IA générative, justement, j'en parlais tout à l'heure, on est capable de créer de nombreux deepfakes, de nombreuses informations fausses. La blockchain sera peut-être, sans doute, une solution qui permettra pas de se protéger de ça, mais de garantir la véracité des données. Donc voilà, je trouve ça bien que ça joue dans les deux sens, en fait. Il y a une forte corrélation entre ces deux technologies. Yes. C'est marrant. Je me suis posé la question plein de fois, Gaëtan, et en réalité, pour la traçabilité de l'information et de te dire, ouais, d'où est-ce qu'elle vient, ouais. Mais pour la véracité, tu vois, c'est toujours un sujet où je suis un peu bloquée à chaque fois, tu vois. Parce qu'on n'a pas d'escalabilité suffisante, je pense, pour réussir à être dans ce modèle mental. Mais quand on aura une grosse scalabilité, on pourra sans doute stocker bien plus de choses sur la blockchain. Et donc, voilà, la vidéo qui a eu lieu à tel instant, tel moment, elle est inscrite dans la blockchain. Et donc, cette vidéo qui est un fake, vous voyez bien que c'est pas la vraie parce que je peux vous montrer la vraie avec son hash qui est inscrit dans la blockchain, tu vois. Ça sert juste à ça en termes d'éléments de preuve. Après, est-ce que ça empêchera les deepfakes de circuler sur les réseaux sociaux? Non. Mais ce sera un élément de preuve. Mais je suis curieux de savoir ce qui se passera. Franchement, on parle de décennies, là, je pense. C'est pas 2025. Quoi. Ouais, on n'est pas prêt. Cool. Et merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir participé à cet épisode des Chroniques d'Alira. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Merci Laïla et Laura de vous être rendus disponibles. Merci. Merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir d'être en live avec vous. Cool. Fier que vous portiez haut et fort les couleurs d'Alira dans l'écosystème. Si vous souhaitez nous rejoindre, alira.fr, vous avez toutes les informations sur nos formations sur l'IA et sur la blockchain. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec un des conseillers formation. D'ailleurs, si vous rejoignez avant ce dimanche, vous pourrez obtenir le bonus Super Early et rejoindre la communauté Alira tout de suite. Voilà, merci beaucoup Gaëtan et Virgile d'avoir été avec nous également aujourd'hui. Je vous souhaite bon appétit à celles et ceux qui n'ont pas encore mangé et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de ces chroniques. À bientôt. Ciao tout le monde. Salut tout le monde. Merci. Salut. Salut. Life is just